s'est pervertie sous l'influence de deux causes bien différentes: l'égoïsme inintelligent et la fausse philanthropie. Parlons de la première. Se conserver, se développer, c'est l'aspiration commune à tous les hommes, de telle sorte que si chacun jouissait du libre exercice de ses facultés et de la libre disposition de leurs produits, le progrès social serait incessant, ininterrompu et infaillible. Mais il est d'une autre disposition qui leur est aussi commune, c'est de vivre et de se développer quand ils le peuvent aux dépens les uns des autres. Ce n'est pas là une imputation hasardée, émanée d'un esprit chagrin et pessimiste. L'histoire en rend témoignage par les guerres incessantes, les migrations de peuples, les oppressions sacerdotales, l'universalité de l'esclavage, les fraudes industrielles et les monopoles dont ces annales sont remplies. Cette disposition funeste prend naissance dans la constitution même de l'homme, dans ce sentiment primitif, universel, invincible, qui le pousse vers le bien-être et lui fait fuir la douleur. L'homme ne peut vivre et jouir que par une assimilation, une appropriation perpétuelle, c'est-à-dire par une perpétuelle application de ses facultés sur les choses ou par le travail. De là la propriété. Mais en fait, il peut vivre et jouir en s'assimilant, en s'appropriant le produit des facultés de son semblable. De là la spoliation. Or, le travail étant en lui-même une peine, et l'homme étant naturellement porté à fuir la peine, il s'ensuit, l'histoire est là pour le prouver, que partout où la spoliation est moins onéreuse que le travail, elle prévaut. Elle prévaut sans que ni religion ni morale puisse dans ce cas l'empêcher. Quand donc s'arrête la spoliation? Quand elle devient plus onéreuse, plus dangereuse que le travail. Il est bien évident que la loi devrait avoir pour but de poser le puissant obstacle de la force collective à cette funeste tendance, qu'elle devrait prendre parti pour la propriété contre la spoliation. Mais la loi est faite le plus souvent par un homme ou par une classe d'hommes, et la loi n'existant point sans sanction, sans l'appui d'une force prépondérante, il ne se peut pas qu'elle ne mette en définitive cette force aux mains de ceux qui légifèrent. Ce phénomène inévitable, combiné avec le funeste penchant que nous avons constaté dans le cœur de l'homme, explique la perversion à peu près universelle de la loi. On conçoit comment, au lieu d'être un frein à l'injustice, elle devient un instrument, et le plus invincible instrument d'injustice. On conçoit que, selon la puissance du législateur, elle détruit à son profit et à divers degrés. Chez le reste des hommes, la personnalité par l'esclavage, la liberté par l'oppression, la propriété par la spoliation.
spoliation est organisée par la loi au profit des classes qui la font. Toutes les classes spoliées tendent, par des voies pacifiques ou par des voies révolutionnaires, à entrer pour quelque chose dans la confection des lois. Ces classes, selon le degré de lumière où elles sont parvenues, peuvent se proposer de buts bien différents car elles poursuivent ainsi la conquête de leurs droits politiques ou qu'elles veulent faire cesser la spoliation légale ou elles aspirent à y prendre part. Malheur, trois fois malheur aux nations où cette dernière pensée domine dans les masses, au moment où elles s'emparent à leur tour de la puissance législative. Jusqu'à cette époque, la spoliation légale s'exerçait par le petit nombre sur le grand nombre, ainsi que cela se voit chez les peuples où le droit de légiférer est concentré en quelques mains. Mais le voilà devenu universel, et l'on cherche l'équilibre dans la spoliation universelle. Au lieu d'extirper ce que la société contenait d'injuste, on la généralise. Aussitôt que les classes déshéritées ont recouvré leurs droits politiques, la première pensée qui les saisit n'est pas de se délivrer de la spoliation. Cela supposerait en elles des lumières qu'elles ne peuvent avoir, mais d'organiser contre les autres classes et à leur propre détriment un système de représailles, comme s'il fallait, avant que le règne de la justice arrive, qu'une cruelle rétribution vint les frapper toutes, les uns à cause de leur iniquité, les autres à cause de leur ignorance. Il ne pouvait donc s'introduire dans la société un plus grand changement et plus grand malheur que celui-là, la loi convertie en instrument de spoliation. Quelles sont les conséquences d'une telle perturbation? Il faudrait des volumes pour les décrire toutes. Contentons-nous d'indiquer les plus saillantes. La première, c'est d'effacer dans les consciences la notion du juste et de l'injuste. Aucune société ne peut exister si le respect des lois n'y règne à quelque degré. Mais le plus sûr, pour que les lois soient respectées, c'est qu'elles soient respectables. Quand la loi et la morale sont en contradiction, le citoyen se trouve dans la cruelle alternative ou de prendre la notion de morale ou de prendre le respect de la loi. Deux malheurs aussi grands l'un que l'autre et entre lesquels il est difficile de choisir. Il est tellement de la nature de la loi de faire régner la justice que loi et justice, c'est tout un dans l'esprit des masses. Nous avons tous une forte disposition à regarder ce qui est légal comme légitime, à ce point qu'il y en a beaucoup qui font découler faussement toute justice de la loi. Il suffit donc que la loi ordonne et consacre la spoliation. Pour que la spoliation semble juste et sacrée à beaucoup de conscience. L'esclavage, la restriction, le monopole trouvent des défenseurs non seulement dans ceux qui en profitent, mais encore dans ceux qui en souffrent. Et essayez de proposer quelques doutes sur la moralité de ces institutions. Vous êtes, dira-t-on, un novateur dangereux, un utopiste.
théoricien, au contempteur, au contempteur des lois. Vous ébranlez la base sur laquelle repose la société. Faites-vous un cours de morale ou d'économie politique. Il se trouvera des corps officiels pour faire parvenir au gouvernement ce vœu. Que la science soit désormais enseignée, non plus au seul point de vue du libre-échange, de la liberté, de la propriété et de la justice, ainsi que cela a eu lieu jusqu'ici, mais aussi et surtout au point de vue des faits et de la législation, contraire à la liberté, à la propriété et à la justice qui régit l'industrie française. Que, dans les chaires publiques salariées par le Trésor, le professeur s'abstienne rigoureusement de porter la moindre atteinte au respect dû aux lois en vigueur. En sorte que s'il existe une loi qui sanctionne l'esclavage ou le monopole, l'oppression ou la spoliation sous une forme quelconque, il ne faudra pas même en parler. Car comment en parler sans ébranler le respect qu'elle inspire? Bien plus, il faudra enseigner la morale et l'économie politique au point de vue de cette loi, c'est-à-dire la supposition qu'elle est juste par cela seul qu'elle est loi. Un autre effet de cette déplorable perversion de la loi, c'est de donner aux passions et aux luttes politiques, et en général à la politique proprement dite, une prépondérance exagérée. Je pourrais prouver cette proposition de 1000 manières. Je me bornerai, par voie d'exemple, à la rapprocher du sujet qui a récemment occupé tous les esprits, le suffrage universel. Quoi qu'en pensent les adeptes de l'école de Rousseau, laquelle se dit très avancée, et que je crois reculer de 20 siècles, le suffrage universel, en prenant ce mot dans son acceptation rigoureuse, n'est pas un de ces dogmes sacrés, à l'égard desquels l'examen et le doute même soient des crimes. On peut lui opposer de graves objections. D'abord, le mot universel cache un grossier sophisme. Il y a en France 36 millions d'habitants. Pour que le droit de suffrage fût universel, il faudrait qu'il fût reconnu à 36 millions d'électeurs. Dans le système le plus large, on ne le reconnaît qu'à 9 millions. 3 personnes sur 4 sont donc exclues. Et, qui plus est, elles le sont par cette quatrième. Sur quel principe se fonde cette exclusion? Sur le principe de l'incapacité. Suffrage universel veut dire suffrage universel des capables. Restent ces questions de fait. Quels sont les capables? L'âge, le sexe, les condamnations judiciaires sont-ils les seuls signes auxquels on puisse reconnaître l'incapacité? Si l'on y regarde de près, on aperçoit bien vite le motif pour lequel le droit de suffrage repose sur la présomption de capacité. Le système le plus large ne différant à cet égard du plus restreint que par l'appréciation des signes auxquels cette capacité peut se reconnaître, ce qui ne constitue pas une différence de principe.